Bonjour et bienvenue. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à notre panel ce matin. On va discuter l'expérience francophone autochtone marcher dans deux mondes. Ça fait plusieurs fois qu'on veut se rencontrer ici pour discuter des sujets intéressants, des sujets importants de la francophonie et des identités autochtones. Et on a finalement la chance. On a trois étudiants aujourd'hui qui vont être nos membres du panel. Connor Lafortune, Roxane Langman et puis Page Chartrand, nos trois étudiants. On a aussi des invités spéciaux aujourd'hui. John Meehan, recteur de l'Université de Sudbury. Yves Pelletier, vice-recteur associé aux études et aux affaires francophones. Nicole Dubuc-Charbonneau du CNFS et Joël Belliveau du département d'histoire. Moi, je me présente Émilie Bourgeot-Tassé, agente aux projets spéciaux aux programmes autochtones et je vous souhaite la bienvenue. J'aimerais commencer par faire la reconnaissance du territoire. L'université est située sur le territoire traditionnel du Atikomekshin-Anishinaabeg et la ville du Grand Sudbury est située sur le territoire traditionnel de la Première Nation Wahnapitae. Nous sommes tous sur le territoire traditionnel du traité Huron-Robinson de 1850, le traité qui nous gouverne tous comme Canadiens et peuples autochtones. Alors, j'aimerais encore vous remercier d'être ici aujourd'hui. On a toutes sortes de discussions intéressantes à avoir et je suis honorée d'être capable de participer à ces conversations avec nos étudiants aujourd'hui. Pour commencer, je vais faire les biographies de nos trois étudiants. On a Page Chartrand, qui est diplômée du Collège Notre-Dame. Elle est co-écrivaine du livre C'est mon tabac. Elle est en deuxième année dans le programme d'études autochtones à l'Université de Sudbury et très impliquée avec les conseils consultatifs du chef de police du Grand Sudbury et elle travaille aussi dans le bloc de liaison autochtone pour les services de police du Grand Sudbury. Alors, bonjour Page, merci d'être ici. Allô. On a aussi Connor Lafortune, qui vient de la Première Nation d'Okies et est diplômé de l'École secondaire Rivière-des-Français à Noël-Ville. Il est couramment en deuxième année dans le programme d'études autochtones à l'Université de Sudbury. Et il détient le rôle de Male Traditional Coordinator pour le Cercle d'étudiants autochtones, qui est un organisme étudiant. Il a fait partie du comité consultatif autochtone pour le CSPGNO et est animateur pour la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne pour des activités culturelles. Connor est passionné des droits autochtones et aimerait travailler pour sa communauté dans le futur. Bonjour, Connor. Bonjour. Et finalement, Roxane Langman, originaire du nord de l'Ontario avec des racines francophones et cris. Elle a fréquenté l'école secondaire Thériault à Timmins et le collège Notre-Dame à Sudbury. Elle est diplômée du programme de communication publique à l'Université de Sudbury. Elle a été employée par la Maison McCulloch et à l'Université de Sudbury. Elle est présentement à la poursuite de sa maîtrise dans le programme de relations autochtones à l'Université Laurentienne. Roxane est une mère et aime beaucoup explorer le monde et la nature. Bonjour, Roxane. Oui, bonjour. Ça fait comme vous voyez, on a des étudiants qui viennent de régions différentes, qui ont des expériences différentes au secondaire, à l'élémentaire. Alors, on est vraiment heureux d'entendre d'eux un peu. Donc, je vais commencer avec des questions générales. On veut parler en général des identités francophones autochtones. Comment est-ce que vous avez navigué ces concepts-là? Est-ce que c'est quelque chose qui a été facile à vivre? Est-ce que les écoles, les endroits où vous avez habité ont soutenu votre expérience culturelle? Ça fait qu'on va commencer avec Roxane. Comment est-ce que tu comprends ces concepts-là d'identité francophone et identité autochtone? OK, fait que si on parle de mon enfance, il faut comprendre un peu le contexte. J'ai vécu à Moonbeam. Moonbeam, Kapuskasing-Timmins, c'est vraiment où j'ai passé ma jeunesse. Puis entre les années 80 et 90. Là. Fait que pour donner un peu contexte historique, je me date, là. Mais c'est ça. Fait que je suis sur le territoire Musqueam. Je fais partie de la Première Nation Musqueam.
C'est ça, la fierté francophone, ça a toujours été bien facile pour moi. Ça vient du côté de mon père, c'est la famille, c'est les chansons folkloriques, il y a beaucoup de musique dans ma famille, la communauté. C'est très facile pour moi de vivre en français puis vivre cette identité culturelle-là. Mais aussi ma mère crie, qui... puis ça a été un petit peu plus challenging parce que dans mon école, c'est super francophone, j'étais la seule. Puis il y a une histoire vraiment qui me soulève à l'esprit, c'est que à un moment donné, j'avais apporté mon livre d'école, puis c'était comme la Sainte-Catherine. Fait que c'était, OK, Madame Sainte-Catherine, elle avait, amené les petits, ça fait ses petits desserts pour apprivoiser les petits sauvages. Puis, en tout cas, c'était vraiment comme ça. Ma mère, qui avait été beaucoup plus sage que comme moi, je l'aurais été, je pense. Moi, je passe à d'autres émotions. Qui a été, comme, t'as une minute, là, il y a quelque chose qui cloche. Fait qu'elle, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait, elle avait été au centre culturel autochtone à Kapuskasing, je crois, ou quelque part dans la région. Puis elle a comme monté un petit spectacle pour montrer c'était quoi l'identité culturelle pour elle, pour qu'est-ce qu'elle avait appris. Fait que là, on avait monté des petites pièces de théâtre partout, puis on avait pu présenter Chapeau à l'école qui nous avait permis de montrer ça, qui avait été super accueillante, qui avait eu cette ouverture. Puis on a passé de classe en classe, puis on avait parlé de l'impact sur les Premières Nations. Fait que c'était vraiment, pour moi, ma mère est éducatrice aussi, fait que je pense que ça a été... pour elle, la fierté, c'est venu... C'était quelque chose qui n'était pas vraiment... qu'il fallait cacher pendant longtemps, mais au fur et... avec les années, cette fierté-là a commencé à être plus innée en elle, puis ensuite a pu... partager ces traditions-là avec nous, ou cette éducation-là. Fait que pour moi, vraiment, c'est venu côté éducatif comme ça. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que moi, mais j'ai toujours eu cette fierté-là. Fait que je pense que c'est venu, je le sais que c'est venu de elle. C'est pas quelque chose que je devais cacher. Puis vraiment, dernièrement, j'ai été parler à un... en tout cas, je traînais dans le fond à Moonbeam. Puis quelqu'un, c'est comme « Ah, Roxane, avec la pâte autochtone. » Là, c'est comme « Ah, c'est quoi ça, la pâte autochtone? » Mais I guess que j'avais comme... C'est quelqu'un qui m'avait expliqué ça, que j'étais un corps autochtone. Fait que là, si comme je divisais mon corps en 4 parties, c'est comme une pâte autochtone. Fait que ma tête d'en face, c'était comme ça. 3 parts franco, puis une pâte autochtone. Fait en tout cas, c'est comme ça que... Puis je suis très fière de toutes les parties. Oui, merci beaucoup pour ton partage. J'apprécie vraiment la pâte autochtone. C'est une expression qu'on entend une fois de temps en temps, mais ça montre un peu comment on négocie l'identité des fois. Hein? J'aimerais passer ça à Connor. Avec la même question, est-ce que c'est quelque chose qui est venu facilement pour toi, vivre les deux identités, une identité par rapport à l'autre? Donc, pour moi, en enfance, c'est un peu différent. Moi aussi, contexte, j'ai été élevé à Noëlville. Donc, c'est plutôt catholique. Il y a beaucoup de Français, mais c'est surtout comme nous, c'est surtout anglophone. Donc, on accommode beaucoup à l'anglais, même si c'est une communauté dite francophone. C'était dur, disons, on avait juste, quand j'étais à l'école, on avait juste une école catholique élémentaire et notre secondaire était public. Donc, on a tous été à la même école élémentaire. Et j'arrivais à l'école, je prenais les cours de, que ce soit histoire, religion, puis j'entendais souvent le mot indien. Puis je retournais à la maison, puis j'étais comme, oh my god, maman, ils parlent de nous autres en classe, gars, c'est qu'ils nous ont appris à propos des Indiens. Puis ma mère, elle me regardait à chaque jour, parler là, les Indiens, ça vient de l'Inde, nous sommes Première Nation autochtone, puis ça n'a jamais connecté de pourquoi, parce que j'étais comme, ben maman, ils nous appellent des Indiens à l'école. Donc je comprends pas comment l'école qui est supposée être bien nous enseigne que nous sommes des Indiens, mais toi qui es supposé être bien et puis m'enseigner la vérité, tu me dis que nous ne sommes pas des Indiens. Donc, mon identité était toujours entre les deux. Donc, est-ce que je suis Indien? Est-ce que je suis Première Nation? C'est comment on utilise les mots pour nous définir. Comme la communauté où j'ai été élevée était à 30 minutes de ma réserve. Et je suis
entre moi et mon frère, on est les seuls qui sont vraiment auto-identifiés autochtones, vraiment dans la communauté, spécialement dans la communauté francophone. Donc, c'était dur de naviguer des cours et même juste des amitiés que le monde ne comprenait pas, que c'était pas juste comme une partie de toi. Moi, j'ai toujours vu ma culture sur moi à tout temps. Donc, c'était dur parce que le monde était comme, non, t'es juste un petit blanc francophone. Donc, c'était dur à expliquer que non, je ne vois pas juste des powwows parce que c'est cool, comme je vois des powwows parce que c'est partie de ma culture où je vois des cérémonies. Donc, c'était dur de faire la différence entre, oui, je suis francophone, mais je suis à la fois francophone et autochtone. Oui, excellent. Ça fait que même dans la jeunesse, tu comprenais déjà qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis, ça fait qu'on voit déjà avec les deux premiers étudiants le rôle des parents et le rôle de la famille dans tout ça. Ça fait que des mamans féroces qui nous montrent le chemin. Paige, même question pour toi. Ça a été quoi ton expérience dans ta jeunesse, toi? Bien, moi, élevée à Sudbury, il n'y avait pas d'école publique qui envoyait des autobus chez nous. Donc, je suis allée à l'école catholique à laquelle ma mère enseignait. Puis, une affaire qui était bizarre, c'est que j'allais à des powwows pis ça, puis ma grand-mère nous enseignait nos enseignements, puis elle nous partageait ses traditions pis ça. Puis là, souvent, j'ai été demandée à l'école de venir dans les classes de différentes enseignantes pour faire l'atelier d'études sociales, essentiellement. Puis tu sais, si je veux m'habiller en insigne, aussi, puis ça. J'étais trop jeune dans le temps, vraiment, à savoir que c'était, comment dire en français, du tokenisme. Oui, il appréciait ça, mais c'était seulement ah ben regarde combien beau son insigne, puis regarde au perlage, puis c'est la belle musique, mais ça l'adressait jamais les autres réalités que peut-être pas moi nécessairement dans le temps, mais que bien du monde autochtone y vivent, tu sais. Donc, c'était question de, ben, je suis-tu seulement autochtone quand le monde me dit que je peux l'être? Ou est-ce que c'est seulement quand je suis habillée comme une autochtone que je suis vraiment autochtone? Ou est-ce que je suis juste une francophone? Puis c'était pas jusqu'à temps que le monde qui ont commencé à questionner qui j'étais, comment j'étais, que moi je me suis questionnée. Que chez nous, ben, faire des smudges à Noël, que c'est vraiment c'est vraiment le mixage des deux cultures. Mais faire des petites traditions de manière régulière, ça m'était normal de le faire en français. Ou est-ce que quand que j'ai vieilli, puis j'ai commencé à m'impliquer à différents niveaux, puis là, je voyais, wow, il n'y a vraiment pas de ressources autochtones francophones, à moins que c'est spécifiquement métis. Donc, c'était une réalité bizarre. Tu as touché sur un bon point. Puis ça, c'est ma prochaine question. C'est quand on parle de généralisation, ça fait jusqu'à un certain point, on développe notre identité par rapport à notre famille, notre communauté, notre groupe. Est-ce que vous trouvez que les gens ont fait des choses comme du tokenism, comme de la généralisation sur qui vous étiez censé d'être? Oui, c'est avec Paige, veux-tu répondre ça? Sure. Oui, beaucoup. Puis c'était une affaire de... Je ne savais pas c'était quoi encore. Je ne pouvais pas dire que, bien non, je ne vais pas servir je ne vais pas me présenter pour cet atelier-là à cause que je ne veux pas être utilisée de cette manière-là. Puis, je ne sais pas si les profs qui me demandaient le savaient nécessairement non plus. Je pense que moi, j'étais voulante de partager. Donc, ils vont, tu sais, pas prendre avantage, mais ils vont prendre l'occasion d'enseigner à leurs étudiants d'une manière meilleure que les autres pourraient le faire. Mais là, même jusqu'à temps comme vraiment en 9e année, c'est quand je me suis comme rendu compte que, ben, sais-tu quoi, peut-être je devrais pas juste dire oui à cause qu'ils me demandent, ou peut-être je devrais pas m'offrir dans un environnement qui va potentiellement me blesser. Trop souvent, j'ai dû vivre des traumatismes en résultat de les affaires que je faisais pour d'autres personnes. Puis là, que même aujourd'hui, je dois gérer ça dans ma propre existence à cause que le monde non autochtone, ben, il ne savait pas comment interagir comme il faut avec la personne à laquelle ils ont demandé d'être là.
oui, oui, des bons points. Connor, est-ce que tu as eu des expériences semblables dans le sens que les gens généralisent qui t'étais? Même quand on revient à un sondage de base, n'importe quel sondage qu'il faut que tu prennes comme personne, comme étudiant, c'est toujours comme ton identité culturelle, c'est toujours autochtone ou francophone ou anglais ou. Tu peux jamais être à la fois autochtone et francophone dans un sondage. J'ai jamais vu un sondage de ma vie où je pouvais cocher les deux. Puis je me trouve souvent à vivre mon identité autochtone plutôt que mon identité francophone parce que la langue, je suis facile à arranger. La langue, ça n'a pas une grosse différence, mais ça a toujours été comme une question de ça ou ça. Ça ne peut jamais être ensemble. Je m'en souviens dans des cours, comme Page a mentionné, dans des cours d'histoire, comme 9e année, où le prof dit « Aujourd'hui, on parle des écoles résidentielles. Connor, tu en sais plus que moi. Est-ce que tu pourrais l'expliquer? » Tu es là comme « Ben madame, oui, j'en sais plus que toi, probablement, si tu n'as pas appris. » Parce que je l'ai connu depuis mon enfance, puis j'en parle à la maison, j'en parle avec les gens. Mais tu es supposé être en train de m'enseigner mon cours et je me trouve à avoir à t'enseigner. Donc, je sais que c'est un vécu de beaucoup d'étudiants autochtones. On le trouve même dans des contextes universitaires où les profs, ils peuvent demander des questions, puis ils ne savent pas que leurs questions, nous n'avons pas toutes les réponses de panoplie d'Autochtones. C'est dur à expliquer que j'en sais juste qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que je vis comme personne Anishinaabe. J'en sais pas à propos d'autres nations. Donc, l'intention est bonne. L'intention est de connaître et de savoir, mais les démarches prises nous fait sentir comme on est juste là comme pour être la personne qui en dit tout sur les nations. Oui, oui, excellent point. Et l'idée que la responsabilité est sur la personne autochtone dans le contexte pour enseigner tout le monde. Ça, c'est quelque chose qu'on voit partout pas juste dans les universités, dans les écoles, malheureusement. Mais Roxane, est-ce que tu as quelque chose à ajouter dans le sens de généralisation, tokenism? Oui, tokenism, moins, je trouve, ou peut-être que c'est loin, je ne sais pas, parce que je suis, tu sais, visuellement, je suis très blanche, là, fait qu'il faut, tu sais, puis fait que j'ai pas la langue, fait que c'est quelque chose que je vis, tu sais, je vis vraiment comme ça, là, puis c'est correct. Puis, mais moi, je dirais merci aux jeunes, pas aux jeunes, mais ils sont plus jeunes que moi, mais c'est tellement beau d'entendre ça, en tout cas, ça me réchauffe le cœur. Fait que, mais c'est ça, moi, j'ajouterais juste la partie de la cause, là. Moi, je vois souvent métis, fait que souvent, ça, c'était quelque chose, on tombait dans ceux comme moi tombaient dans la cause métis, fait que là, pendant longtemps, ça me tracassait parce que je suis pas métisse. Je le savais dans le fond de mon ventre, comme je suis pas métisse, je suis francophone et je suis métissée, mais je suis pas métisse. Fait que je suis francophone et je suis Cree, mais je suis pas puis oui, c'est un mélange des deux, mais c'est pas, je fais pas partie de cette culture métisse-là. Fait que ça, c'est quelque chose que je pense qu'il manque encore d'éducation sur ce point-là. Puis justement, si je pourrais cocher, puis je pense que ça a été très bien dit, si je pourrais cocher autochtone et francophone, ça serait vraiment, ça serait parfait. Moi, je me demande si vous avez déjà coché les deux boîtes juste pour faire le modèle un peu. Oui. Je ne sais pas si j'ai déjà fait, moi, je me demande. Mais non, c'est des vraiment bons points. C'est qu'il manque un peu de compréhension de l'intersection entre la francophonie et puis les multiples nations autochtones. Et puis aussi, je pense qu'on a beaucoup de généralisation autour des mots comme métis, métissé, puis on ne comprend pas les nuances. J'ai l'impression. J'ai une question comme d'un point de vue de Première Nation. Est-ce que les gens issus de Première Nation qui sont anglophones vous perçoivent de façon différente? Est-ce que vous avez déjà eu des expériences comme ça? Connor? Donc, moi, c'est un peu différent. Du côté de ma Première Nation, notre premier langage, c'est le français et le Ojibwe. Anciennement, c'était les premiers langages. Notre communauté ne parlait pas l'anglais, mais au fur et à mesure que la colonisation arrive, l'anglais, c'était juste plus facile.
Donc, pour longtemps, nous étions comme trilingues, mais le français a été perdu et l'Ojibwe a été perdu. Donc, c'est plutôt anglophone. Donc, pour moi, dans ma communauté, c'est pas différent que je parle en français parce que toutes les grands-mères, les grands-pères, les aînés ont du français en eux et ils peuvent le parler. Donc, c'est pas quelque chose qui m'isole. J'ai trouvé dans d'autres communautés, c'était quelque chose de très, très dur à juste naviguer. Souvent, ils ne savent pas parce que mon accent ne paraît pas quand je parle en anglais. Donc, je suis chanceux dans ce cas-là parce que je suis capable de le masquer très bien, mon français. Pas que je veux sans le faire consciemment, mais je suis capable de le faire. Donc, c'est toujours comme un deuxième regard quand je parle en français, comme « Oh, de vous t'as appris ça » souvent. Donc, ça n'a jamais été quelque chose qui me visait en mal. C'est toujours une question de comme comment tu parles le français ou de vous t'as appris le français. Tu te sens-tu comme si tu fais un peu d'éducation des fois avec des gens d'autres coins? Un peu, c'est vraiment juste comme à expliquer, OK, ben j'ai été élevé en dehors de ma communauté parce que c'était francophone, j'avais plus... Donc, il faut toujours comme j'explique un peu ma vie, puis il faut que je comme défends pourquoi je suis francophone. Parce que souvent, ils ont comme donc c'est comme le français, c'est comme plus colonialiste. C'est comme, je suis juste francophone, là, c'est pas comme, j'ai rien fait, c'est juste, je parle en français. Donc, il faut toujours tu expliques, puis tu défends pourquoi tu es francophone. Peut-être toujours comme, je parle aussi en anglais, c'est correct. Oui, oui. Ben, intéressant, considérant que les deux, c'est des langues coloniales. Hein? Mais c'est intéressant que tu dis qu'une est perçue comme plus ou moins coloniale que l'autre. Roxane, est-ce que tu as eu des expériences comme ça où il faut t'enseigner, il faut t'expliquer aux gens? Non, mais j'ai observé que ici, c'est comme ça. Comme à Sudbury, je trouve que je vais appuyer ce qui a été dit parce que j'ai observé ça qu'il semble que le français c'est perçu plus colonial. D'après ce que juste les expériences que j'ai eues ici. Mais dans le Nord, c'est très... c'est commun, là, je trouve que, tu sais, ou chez nous, I guess, c'est vraiment notre famille. Puis, fait que ça, c'est très naturel. Puis aussi, j'ai de la famille dans la communauté Chisasibi, qui est dans le nord de la baie James, côté Québec, là, côté est. Fait que très nord. Fait que là, ça, c'est super beau voir les langues, tu sais, français. Je suis ça sur Facebook, puis je comprends absolument rien, mais c'est comme cri français. C'est vraiment un beau mélange des deux, avec un petit peu d'anglais là-dedans. Fait que c'est pas mal. Fait que, en tout cas, moi, je vis vraiment ça. Personnellement, j'ai rien perçu. Oui, il n'y a pas de différence pour moi. Excellent, c'est de la belle musique linguistique, c'est beau à voir. Hein? Paige, question semblable, mais toi, dans ton expérience, comment est-ce que tu, comme étudiant qui a fait partie du MNO, tu fais partie à des conseils, avec toi, comment est-ce que tu vis ton identité par rapport à ta langue? Est-ce que tu trouves que des fois les gens généralisent quand tu dis le mot métis? Bien, c'est ça, en faisant partie du MNO, j'ai bel et bien appris que la définition de métier qu'on m'était enseignée à l'école n'était pas la bonne. Parce que c'est ça, pour longtemps, je pensais que j'étais métisse, que j'étais partie de la nation métis à cause que je suis francophone et autochtone, ça veut dire que je suis un mélange, donc ça veut dire que je dois appartenir à eux autres. Mais là, en parlant à ma grand-mère, puis ça s'est adonné à cause que c'était juste avant qu'elle est décédée, elle m'a expliqué comment que comme, ben non, t'as une nation, Première Nation, on n'a juste pas de traité. Pour ça qu'il n'y a pas de, comme c'est pas une Première Nation telle que le gouvernement le décrit. Donc là, je me suis rendu compte, laisse faire de me dire métis, je suis Anishinaabe, oui. C'est ça, c'est très... plus longtemps même, j'avais des amis sûrs du Première Nation, puis quand j'allais visiter, c'était en même temps que je suis en train de débuter à apprendre le Anishinaabe. Puis dans le temps, j'avais encore assez un accent francophone, juste pour dire que tu pouvais l'entendre, tu t'écoutais pour. Puis là, ça taquinait que quand je parlais en Anishinaabe, j'avais encore un accent francophone. Puis là, moi, je suis debout là comme, vous autres, vous pouvez même pas parler en Anishinaabe. Pourquoi est-ce que moi qui apprends puis qui l'apprends avec un accent francophone, c'est moins valide que vous autres qui l'apprenez pas, mais que vous n'avez pas d'accent francophone en parlant une autre langue coloniale?
Donc oui, ça a été plus longtemps, c'est ça, je me suis impliquée du MNO à cause que c'est ça que mon éducation d'enfance m'avait dit que je devais aller, c'était sur la piste que je devais prendre. Même si j'étais au powwow, puis les étés, je passais mon temps sur l'île avec mes grands-parents, puis qu'on allait visiter différents aînés. Puis c'était vraiment de la culture très Première Nation que je pensais que c'était juste ma famille. Je me rendais pas compte à cause j'avais vraiment pas d'amis autochtone. J'allais à une école francophone catholique à Sudbury. J'avais pas d'accès à personne d'autre à part de ce qui était mon environnement familial. Donc, c'était très mêlant pour un certain montant de temps. Mais là, je suis fière. Puis, même avec ma grand-mère qui est décédée, je puisse apprendre à partir de ce qu'elle m'a laissé. Merci. Merci pour le partage. Puis je pense que tu as fait des bons points et puis que c'est des expériences très communes. Si on n'est pas directement lié à notre communauté nécessairement, puis qu'on regarde dans le passé, on jette souvent le mot métissage là-dedans. Ça fait que ça, c'est des conversations pour le futur. Je pense qu'il faut vraiment qu'on continue à jaser de ces sujets-là. Qu'est-ce que ça veut dire être métissé? Puis est-ce que quelqu'un peut être francophone autochtone? Ça, on le sait très bien que oui. Je vais vous poser une autre question. Vraiment, ça a rapport avec la famille. Vous avez déjà touché sur ça. On a parlé des grands-mères, des parents, l'influence de les mamans en général. J'aimerais, si vous pouvez parler de votre famille, de votre réseau de soutien, les gens qui vous ont aidé le plus à naviguer ces expériences-là, qui vous ont donné de la confiance à vivre votre identité pleinement. Paige, on va commencer avec toi. Comme j'ai déjà mentionné, ma grand-mère était vraiment la plus grande influence culturelle que j'ai connue. Elle a vraiment fait certain que moi et ma soeur, on a pu connaître nos éducations culturelles à cause que, et en fait, c'est ma grand-mère par mariage. Mais ça s'est adonné que elle et mon grand-père biologique, il y avait tous les deux des liens à la même nation. Donc, ça s'est donné qu'elle a eu l'occasion d'aller apprendre ça. Elle a été enlevée de chez elle quand elle était jeune, pendant la rafle des années 60, ce genre d'idée-là. Et là, comme adulte, ou bien jeune adulte, elle avait probablement mon âge, en fait, quand elle a commencé à vraiment faire ses recherches, puis est allée passer du temps dans plusieurs communautés autochtones. Mais elle a eu la chance d'aller dans la sienne, qui était la mienne. Et qu'elle a eu ces enseignements-là. Donc là, quand elle a marié mon grand-père, ça s'est donné vraiment bien. Donc là, elle a pu prendre l'influence des nations locales, donc Ojibwe, puis elle a pu mixer ça avec notre héritage qui est algonquin. Puis elle a vraiment donné un enseignement très puissant dedans tout. C'est elle qui amenait la tradition chez nous pendant les fêtes. C'est elle qui s'assurait que quand j'étais là pendant les étés, que on allait passer du temps avec des personnes avec qui gardent ses connaissances, puis qui connaissent les médecines, puis que ça me donnait une vraiment bonne éducation dès que j'étais jeune. Même que j'ai commencé à apprendre le langage pour elle à cause qu'elle a parlé comme ça. C'est une chose qu'elle aurait voulu vraiment faire. C'est elle qui m'a inspirée à commencer à parler, puis à commencer à faire la couture de mes insignes. C'est vraiment elle, la personne qui a assuré cette éducation-là, puis ça a pu inspirer de la passion chez nous. Donc moi, je me suis lancée comme en plein par la culture, puis ma mère a pu commencer à apprendre un peu plus. C'est la personne que je tiens le plus à cœur, je pense, de ma vie. L'amour d'une grand-mère. Hein? J'aime aussi toujours quand on parle des relations adoptées. Avec les liens biologiques, c'est pas toujours juste ça qui compte, puis on rencontre toutes sortes de gens merveilleux dans notre vie. Elle sonne merveilleuse, ta grand-mère. Connor, même question. Qui dans ta famille qui t'a soutenu le plus, pardon? Pour moi, j'étais très près avec mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père, il vivait à Dokis toute sa vie. Toute sa famille retournée jusqu'à la fin vraiment vient de soit Dokis ou Nipissing. C'est vraiment central à la région. J'étais très près avec lui.
il a toujours été une grande personne dans la communauté, soit chef, soit membre du comité, personne ressource, personne à tout faire dans la communauté. Donc, il était tellement une inspiration pour moi quand j'étais jeune. Il m'a montré beaucoup, même qu'il était un homme qui il n'y avait pas d'éducation, il n'y avait pas d'éducation colonialiste. Il y avait peu de langage, il ne savait pas vraiment écrire, il savait lire, mais ça prenait longtemps. C'était quelqu'un que tu penserais n'aurait pas fait beaucoup n'aurait pas tant de puissance dans la communauté, mais il était tellement une grande personne. Il est décédé il 8 ans. Et depuis ce temps-là, j'ai vraiment commencé à m'engager dans la communauté, à sauter à 2 pieds. J'étais toujours là, j'ai un plus grand frère et lui, il est moins investi dans la communauté, dans la culture. Il est plus à part. Donc, c'était vraiment à le faire seul. Ma mère a toujours été très impliquée, mais à force de vieillir, elle a sorti un peu plus. C'était moins personnel. Donc, j'étais vraiment en train d'y faire seul. Donc, trouver les ressources, trouver les personnes que je pouvais parler. Donc, en faisant ça, en m'engageant plus dans la communauté, ma mère a commencé aussi encore plus de s'engager. Donc, nous sommes devenus comme notre propre personne ressource entre nous deux. C'est vraiment beau à voir quand on s'entraide, aussitôt qu'on voit un article qu'on trouve que l'autre trouverait pertinent ou une personne ou une activité ou que ce soit, on se partage. Puis elle travaille dans les réseaux autochtones pour le gouvernement. Donc, c'est vraiment le fun à voir comme les deux en même temps. Moi, j'apprends les études qu'elle a déjà prises. Elle fait du côté gouvernemental. On est vraiment en train de s'entraider entre nos deux. Donc, elle et mon grand-père ont été les personnes les plus puissantes dans la culture pour moi. Page aussi est devenue une personne très importante pour moi dans la culture. Toujours là à me donner ses ressources. On s'entraide souvent avec nos teachings, nos enseignements. On partage des drôles d'histoires, des anecdotes. Donc, elle a vraiment été une personne qui m'a aidé à m'embarquer dans la culture plutôt de Sudbury. Donc, j'apprécie beaucoup. C'est beau à voir. Puis on voit que c'est contagieux, hein, la culture. Une fois qu'on commence à apprendre qu'est-ce qu'on a manqué au cours des années, ça devient contagieux dans les familles. Roxane, même question, mais aussi si tu voudrais parler de ton rôle comme mère, est-ce que toi, tu vis ça de l'autre côté en train d'essayer d'infuser la confiance culturelle dans tes enfants? Mm-hmm. Oui, fait que c'est sûr que pour moi, c'était vraiment, c'est comme je l'ai mentionné, je vous entends parler de vos grands-mères, puis moi, elle est décédée avant, juste à ma naissance, ma grand-mère maternelle, fait que j'ai pas eu la chance de la connaître, fait que ça me manque beaucoup. Mais c'est ça, ma mère, puis c'est ma tante aussi, puis mes mononcles qui ont vraiment, qui m'appuient ou qui m'ont démontré comme eux autres, ils développaient ce sens de fierté-là, ça s'est transmis par moi. Puis c'est ça, avec... comme parent, oui, c'est très important, mais encore avec l'appui de ma mère, avec l'appui de la communauté. Fait que en français comme en anglais. Fait que les enfants, quelque chose que j'ai appris, c'est que ils vont pas souvent ou nécessairement faire ce que tu leur dis de faire, mais ils observent le comportement. Puis, tu sais, fait que si je m'implique, puis comme, tu sais, je suis de retour aux études tu sais, c'est pas par hasard que j'ai décidé d'étudier en relations autochtones, c'est parce que j'ai cette soif-là d'en connaître plus. Je veux appuyer la communauté. Fait que j'espère qu'ils me regardent puis qu'ils font ça. J'ai ma fille de 16 ans qui vient dans des communautés, qui vient faire puis elle est super, c'est son petit secret, là, fait je vous dis ça en confidence, mais elle vient faire de la danse carrée avec moi, avec le CFOF. Fait que, c'est des choses comme ça que, francophones comme cri, comme j'en apprends. J'ai pris des classes de cri, fait que ils ont entendu les voix, ils ont entendu des choses. Ils vont à des cérémonies, des powwows, plein d'activités culturelles. Je suis impliquée avec le Friendship Center, je suis impliquée avec, je suis impliquée avec le TNO aussi, avec... je
fais partie d'un comité pour assurer les services en français avec la maison de soins palliatifs. Fait que, c'est des choses que je fais pour essayer de me garder impliquée dans les communautés francophones comme autochtones de la région. Puis, ouais, fait que j'espère qu'ils observent ça, puis je les traîne avec moi dans toutes les activités culturelles. Fait que j'espère que ça va laisser des traces, puis ça va leur donner le goût puis cette fierté-là. Fait qu'on va voir. Bien dit. Et puis, tu as certainement la sagesse de comprendre qu'ils ne vont pas faire ce que tu dis nécessairement. Ça fait que moi, je vais suivre tes conseils pour le futur, puis j'espère qu'on sera là. Merci pour le partage, tout le monde. On va continuer la conversation, mais je vais passer le micro à John Meehan, recteur de l'Université de Sudbury, pour un commentaire et quelques questions, peut-être. John? Vous êtes en sourdine, John. OK, c'est mieux comme ça? Merci. J'ai pris beaucoup de notes, là, juste en vous écoutant. Et merci de m'avoir invité. C'était des beaux témoignages, en fait, parce que c'est à la fois personnel, mais en même temps, moi, en tant qu'administrateur, éducateur, je me dis, on est là à l'université pour ça. Donc, il y a un niveau personnel parce que dans chacun des témoignages, il y a un cheminement personnel, donc de découvrir son identité. Et on vit des identités multiples, comme francophone, autochtone, entre autres. Et comment naviguer ces identités, moi, je trouvais ça fascinant. Et j'aimerais remercier tous les participants d'avoir partagé ça. Un mot que Roxane a mentionné plusieurs fois, c'était la fierté. Je ne sais pas si tu as marqué ça, Roxane, mais tu as dit le mot, je n'ai pas compté là, mais tu as dit ce mot maintes fois. Mais en même temps, les autres participants ont partagé des moments de souffrance aussi, d'avoir reçu une éducation qui n'était pas complète ou pas inclusive, de tokenisme, et aussi l'histoire de Roxane qui m'avait touché aussi de la Sainte-Catherine. Donc, là, tu entends une histoire d'une communauté qui a des éléments qu'il faut changer, quand tu parlais de la Sainte-Catherine et du côté, là, quand on parle des autochtones dans cette tradition. Donc, comment est-ce je me dis, on fait tous ce qu'on a en commun, tous nous autour de cette table virtuelle, c'est qu'on fait partie de cette mission d'enseignement, d'éducation. Et le mot éducation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient du latin, c'est de mener quelque chose de l'intérieur de quelqu'un. Donc, l'identité, c'est quelque chose qui est très profond à l'intérieur de chacun et chacun de nous. Et ici, on est dans une université pour justement laisser ça sortir pour que on puisse être transformé, chacun de nous, mais aussi on peut transformer l'environnement et la culture et la société. Donc, merci de votre franchise là, de partager ça. La question, je ne sais pas si j'ai grande question en tête. Oui, j'ai une question. J'ai deux mots qui me reviennent là et je suis un peu inspiré par les 4 questions de Murray Sinclair sur l'identité. Et les 4 questions qu'on doit répondre là quand on cherche l'identité, ça peut prendre toute une vie. Et les 4 questions de Murray Sinclair, c'est d'où est-ce que je viens? Donc, je crois qu'on a parlé de ça ce matin, on a parlé de vos groupes de soutien, vos aînés, vos familles. Où est-ce que je vais? Donc, c'est quoi l'avenir? Où est-ce qu'on s'en va? Qui suis-je? Donc, une question difficile à répondre. Et pourquoi est-ce que je suis là? Donc, ça, c'est les 4 questions fondamentales de Senator Murray Sinclair. Et on a beaucoup discuté ça. Et je sais qu'ici, à l'Université Sudbury, à l'ancienne, ce que j'aime bien dans mon rôle, c'est qu'on a ces 3 solitudes du Canada, les francophones, les autochtones, les anglophones. Et là, on a parlé de 2 de ces identités-là, c'est-à-dire les autochtones et les francophones. Mais où est-ce qu'on va, selon vous? Parce que là, ce que j'entends, c'est que vous avez une très grande honnêteté de qui vous êtes,
les obstacles que vous avez rencontrés dans la vie. Moi, je connais 2 des 3 étudiants, Connor et Page, qui pour moi, vous m'avez beaucoup introduit à la culture autochtone ici à Sudbury. Mais où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va dans un monde divisé entre ces 3 solitudes-là, dans un monde polarisé où les gens ne se comprennent pas? Ou est-ce que vous avez de l'espoir que les gens seront fiers de leurs identités comme vous l'êtes et ils sont capables de partager ça et de transformer les gens? Parce qu'on vit encore avec un grand racisme ici comme ailleurs. Est-ce que vous êtes optimiste là, quand vous pensez à l'avenir ou pessimiste? Ou comment vous voyez ça, cette question de dialogue et rencontre entre les 2 ou les 3 ou les multiples solitudes dans notre pays? C'est une bonne question, John. Je vais donner la parole à Yves Pelletier et puis on va continuer notre discussion après un commentaire de Yves Pelletier. OK? Ça va être notre question, ça va être où on s'en va et puis les questions d'espoir pour le futur. Merci, Émilie. Merci, John, pour tes réflexions et tes commentaires. Premièrement, merci énormément à Connor. Merci à Page et merci à Roxane. Vos témoignages m'ont profondément touché. Les histoires que vous avez vécues, positives et négatives, doivent être partagées. On a souvent tendance à parler de la commission de la vérité et de la réconciliation. Mais trop souvent, on veut passer à la réconciliation sans même passer à la vérité. Et je pense qu'on doit passer à la vérité. Je vous regarde sourire en m'écoutant. Et je pense qu'aujourd'hui, on a parlé des vérités. Père John a parlé des 3 solitudes qui existent au Canada. Mais je pense que votre témoignage aujourd'hui nous permet de comprendre que ces trois solitudes n'existent pas. On n'est pas autochtone, on n'est pas francophone, on n'est pas anglophone. Vous avez parlé aujourd'hui de votre identité. Connor, je n'avais jamais fait le lien que quand Statistique Canada ou d'autres sondages nous demandent d'identifier que tu ne te sens pas à l'aise de dire « je suis dans cette boîte » ou « je suis dans cette 2e boîte » ou cette 3e boîte. Vous êtes dans plusieurs boîtes. Et je pense que quand on parle de nos 3 solitudes, c'est pas exact à cause que vous vivez la solitude d'être francophone et d'être autochtone. Il y a plusieurs autres francophones dans l'Ontario, surtout à Sudbury, qui se diraient « je suis francophone, mais j'ai tellement une insécurité linguistique que je me sens plus à l'aise en anglais qu'en français. » Dans votre côté, c'est compliqué. Et je dois m'assumer que puisque vous grandissez à Sudbury, que votre maîtrise de l'anglais est aussi élevée. Alors, vous parlez, Page, d'apprendre l'Anishinaabewin. Félicitations. Roxane t'a parlé d'apprendre le cri, chapeau. Connor t'en a un peu moins parlé, mais je suis sûr que c'est également le cas à cause que la langue est un élément de la culture. Mais comment est-ce que nous, comme administrateurs, comme francophones, on peut vous appuyer dans le rayonnement de votre identité, dans le rayonnement de votre fierté? Roxane t'a parlé du TNO. Mon Dieu que c'était le fun de parler d'un engagement culturel avec la communauté francophone. Mais je pense qu'aujourd'hui, je me souviendrai toujours de la réaction de Émilie, la journée qu'on devait avoir ce panel pour les étudiants francophones. C'est le matin même où on a pris connaissance qu'il y avait un cas de COVID-19 sur notre campus et on a dû fermer l'université, y compris le panel qui nous attendait. Ouais. Émilie avait l'air tellement déçue. Et c'est vrai, Émilie, ça fait 6 mois qu'on attend de revoir la conversation. Je pense qu'on voulait avoir la conversation sur le campus et non en mode virtuel. Merci à Émilie d'enregistrer l'événement pour que d'autres personnes puissent comprendre vos réalités. Mais ma question pour vous, et n'oubliez pas la question de John, elle est très importante, mais ma question pour vous, comment est-ce qu'on peut vous aider dans le rayonnement de votre identité culturelle au pluriel? Je ne veux pas utiliser le mot métissage. Vous n'êtes pas métissé. Vous avez des cultures au pluriel. Et comment est-ce qu'on peut vous aider à faire rayonner des cultures au pluriel pour l'avantage de tous les Franco-Ontariens, l'avantage de tous les Canadiens français ici au Canada? Dernier mot, merci encore une fois à Connor, à Page et à Roxane. Vos témoignages m'ont profondément touché. Je vais encourager énormément de gens à écouter vos messages. Je pense que vos messages qui sont peut-être spontanés étaient tellement riches d'informations. Merci.
Merci beaucoup encore à John Meehan, recteur de l'Université de Sudbury, et Yves Pelletier, vice-recteur associé aux études et aux affaires francophones. On apprécie vraiment le soutien, le fait qu'ils sont ici à nous écouter et à partager avec nous. C'est excellent. Ça fait qu'on revoit les questions. Ça fait où on s'en va dans notre futur? Est-ce qu'on est optimiste du futur? Et puis, comment est-ce que l'administration peut vous soutenir dans votre vécu des cultures au pluriel, comme il va dire. On va commencer avec Roxane. Si tu te sens confortable de répondre toutes ces questions-là, je sais que c'est beaucoup. Oui, c'est sûr. Fait que c'est ça. Déjà, moi, je vais dire des conversations comme ça, des opportunités pour être capable de juste partager franchement dans un environnement sécuritaire, être capable de juste parler de mon expérience, puis juste de mon vécu, puis d'entendre des autres. Déjà, ça fait du gros bien. Je pense que... fait que déjà, chapeau à ce que vous faites déjà. Le centre... le ISLC, c'est super pour avoir des centres comme ça. À l'Université de Sudbury aussi, il y a plein d'opportunités, il y a plein de... les cours de langue, ces choses-là. Je pense que si je voudrais ajouter quelque chose, ça serait de plus d'opportunités d'apprendre de façon... d'arrondir les salles de classe. Fait que, tu sais, apporter les classes dehors, d'insérer un peu de culture dans plein de choses. Fait que ça, c'est un petit peu ma réponse au père John, mais c'est, tu sais, pour faire la boucle avec ma tire Sainte-Catherine, j'adore la tire Catherine. Fait que si je regarde fait que ça complique l'identité là, de Next Level parce que j'adore ça, puis j'ai des super bons souvenirs avec mon pépère francophone à faire de la tire Sainte-Catherine. Fait que là, tu sais, autant que j'aime ça, fait que peut-être prendre des opportunités comme ça pour, oui, OK, on fait ça ensemble, mais saviez-vous, ça, c'est la vraie histoire. Tu sais, puis c'est de parler des vraies choses. Tu sais, pas mettre le masque, puis, tu sais, on est capable de parler dans l'histoire internationale de plein de choses qui sont passées avec AISE, mais on dirait que quand ça vient au colonialisme puis au racisme au Canada, puis des choses qui sont passées chez nous, on a tendance à passer ça sous, même pas l'adresser. Mais si on la regarde en plein face, puis on dit les vraies choses, je pense que ça serait un bon début, juste... Bien dit. C'est encore des questions de vérité. Vérité avant réconciliation. J'ai vraiment aimé arrondir les salles de classe. C'est une belle façon de dire ça. Connor, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ça va être comment est-ce que les gens peuvent nous soutenir et puis où on s'en va dans le futur? Et puis, es-tu optimiste? Je vais répondre à la deuxième question en premier. Pour moi, ça dépend vraiment du contexte que je suis trouvé. Donc, lorsque je suis en plein dans ma culture, mais que ce soit juste autochtone ou que ce soit juste francophone, je me sens tellement chaleureux, j'ai tellement d'optimisme pour le futur quand je suis en cérémonie ou entouré de gens qui comprennent la réalité. Puis je pense que rien ne peut nous arrêter. Ensuite, je me retrouve dans ma communauté où le discours est très différent. Donc, pour moi, c'est très dépendant du contexte que je me trouve. Donc, j'ai tellement de souhaits pour le futur et je veux tellement que ça s'améliore. Ensuite, je retourne à un endroit qui est plus en arrière et t'entends les mots qui sont dits, t'entends les soupçons de toutes les autres identités puis comment tout autre est mal. Donc, c'est dur à dire. Pour moi, c'est une réponse claire que si, oui, je pense qu'on s'en va de la bonne façon ou non, parce que je vis tellement deux différentes réalités. Pas en contexte de français et autochtone, mais dans le contexte de situationnel, puis de où je me trouve dans quel moment. Donc, pour moi, oui, j'ai tellement d'espoir pour le futur, mais je sais, je me rends compte qu'il y a beaucoup de travail à faire et pas tout le monde sont à la même place pour le travail. Donc, ce n'est pas un one size fits all. Pour le travail, c'est prendre les gens pour de où qu'ils sont en ce moment et toutes les rendre en même place. En ce qui concerne la première question, je pense que c'est vraiment une question de l'écoute
d'écouter les gens, puis de donner la place, puis la plateforme pour que les gens s'expriment de la façon française autochtone, puis pas mettre les gens sur place pour les questions. Donc, si tu as une question que tu aimerais demander sur la culture autochtone, sur l'intersection entre le français et les cultures autochtones, demandez plutôt en privé. Ce n'est pas de viser quelqu'un en classe et de les faire répondre sur le spot, peut-être. Faire un petit « Hey, j'ai une question que j'aimerais te demander en classe. Est-ce que je peux te demander en classe? » Pour que tu expliques aux gens. Souvent, si la question est prise par surprise, on va figer ou on va répondre juste qu'est-ce qui est sur le bout de notre langue. C'est peut-être pas une réponse que nous aimerions donner. Donc, si on a le temps à penser à une réponse, ça donne beaucoup plus de place. Puis ça va avec écouter aussi, mais souvent, si on partage des choses, puis ce sont des vraies choses, des traumatismes, des choses vécues, ce n'est pas de réagir avec le sentiment de « je m'excuse ». C'est pas ça qu'on cherche. On ne cherche pas pour vos explications, pour vos raisons, d'expliquer vos ancêtres. C'est juste de dire « oui, je comprends ». Et si vous avez une réaction que vous vous sentez inconfortable avec notre réponse, si vous vous sentez mal ou vous avez le quote-unquote white guilt, c'est de prendre ça et être responsable de ça en soi-même, puis pas le mettre sur la personne autochtone ou la personne francophone autochtone. C'est vraiment de dealer avec vos propres émotions et pas le replacer sur nous, parce qu'on se trouve souvent à retourner sur nos mots et à changer qu'est-ce que nous voulions dire, même si c'est ça que nous avons besoin de dire. C'est ça ma réponse pour vos questions. Excellent. Je pense que c'est une réponse très complète. Tu as vraiment discuté comment être un allié. Qu'est-ce que ça veut dire être un allié? Comment en apprendre plus d'une façon respectueuse, donner la dignité aux gens. Ça fait que merci. Puis c'est tous des vraiment bons points qu'il faut prendre responsabilité pour nos propres connaissances et puis que ce n'est pas la responsabilité de le monde ou d'un expert à nous guider. Merci pour ce partage-là. C'est excellent. Et puis, Page. Même question. Comment on vous soutient et puis est-ce que tu es optimiste pour le futur? Où on s'en va? Bien. Puis la première question, actuellement un point qui est pertinent à la situation courante, c'est que s'il y a des ressources francophones qui portent sur soit des situations autochtones ou des discussions autochtones, c'est de faire certain que ces ressources francophones sont filtrées par quelqu'un qui est éduqué comme il faut sur la réalité autochtone et de faire certain que ça ne va pas potentiellement initier un autre traumatisme chez les personnes autochtones, à cause souvent on trouve que c'est des ressources qui sont écrites autre part, puis là ça nous arrive ici. Puis là, c'est les étudiants autochtones que, tu sais, ça se peut qu'il n'y en ait pas amplement de nous qui sont sécures dans sa francophonie et bien que ça nous identité autochtone. Mais c'est vraiment décourageant quand que tu vas prendre une classe en français qui porte sur des sujets autochtones. Puis là, tu as un traumatisme à chaque phrase qui te remonte à cause que c'est du mauvais vocabulaire ou la tournure de phrase n'est juste vraiment pas appropriée. Fait que ça serait une manière de, tu sais, puis là, ça te donne des occasions d'emploi pour du monde qui sont francophones autochtones. Si c'est de relire un cours avant que c'est publié aux étudiants, ça donne vraiment une occasion de s'améliorer dedans l'éducation. Puis là, c'est en train d'éduquer du monde non autochtone qui, ça pourrait potentiellement éliminer une mauvaise interaction à un certain point. Donc ça serait une vraiment bonne manière que l'université puisse appuyer ses étudiants autochtones et francophones pour qu'ils puissent soigner à ces deux identités en même temps. Et par rapport à si j'ai de l'espoir pour le futur, j'ai fait un lien avec une de nos prophéties, I guess, ça serait. Puis on dit que il y a une maladie qui va revenir sur l'île de la Tortue à cause des actions qui ont été prises par les colonisateurs. Puis après la maladie,
soit les peuples autochtones puis les peuples non autochtones, ils vont se réunir ou ils vont se séparer pour l'infinité. Donc, il me semble que le COVID, c'est cette maladie-là. Et là, c'est le moment de prendre des décisions. On a vu avec les protestations de Wet'suwet'en, puis à Kahnawake, et les mouvements de Black Lives Matter. C'est vraiment un moment révolutionnaire dans l'histoire. C'est vraiment question de décider quel chemin qu'on veut prendre maintenant. Et c'est ça. Donc, il risque d'avoir beaucoup d'espoir pour le futur, mais il risque aussi que il y a une mauvaise réalité qui nous arrive. Donc, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Malheureusement, je dois partir, mais merci de m'avoir invité. Merci beaucoup, John. Et j'ai continué la conversation. Merci. Merci. Et bonne année académique. Un peu bizarre cette année, mais on va réussir. OK. Au revoir tout le monde. Miigwech. Merci beaucoup pour ton partage, Page. J'aime vraiment que tu as parlé de les connaissances Anishinaabe pour vraiment faire un peu de sens de l'histoire qu'on vit comme c'est là. Ça fait que c'est bien fait. Puis je pense qu'on peut apprendre beaucoup de sagesse si on prend cette piste-là. J'aime aussi le fait que tu as parlé de ressources francophones. C'est quelque chose qu'on voit souvent dans les conseils scolaires. On le voit au niveau postsecondaire, que les ressources ne sont pas accessibles en français ou qui sont traduites. Des fois, s'ils sont écrits en français, que ça ne vient pas d'un contexte approprié. Hein? Ça fait qu'on voit beaucoup de choses comme ça. Ça fait que c'est des vraiment bons points à faire, qu'il faut augmenter les contenus autochtones du côté francophone, pas juste pour les peuples autochtones, mais pour vraiment tout le monde. Merci beaucoup pour toutes les questions. Je veux savoir s'il y aurait peut-être une question de Nicole, si tu voudrais dire un mot ou si c'est une question pour notre panel. Allô tout le monde, je voulais vous remercier pour vos témoignages. Je sais il ne nous reste pas nécessairement beaucoup de temps dans notre panel, mais nous au CNFS, on travaille très fort avec les étudiants sur la question de... si vous connaissez le CNFS, c'est vraiment la formation des professionnels de santé en français à la Laurentienne. Puis c'est je pense que pour moi, un de nos rôles, c'est s'assurer que la formation est aussi complète que possible. Et puis, on parle beaucoup d'offres actives des services, puis d'approches centrées sur le patient. Puis, je sais que c'est peut-être éloigné de vos expériences en éducation, mais est-ce que vous auriez des expériences à partager en tant que francophone autochtone dans le domaine de la santé, où vous auriez des conseils à donner à nos jeunes étudiants qui vont être professionnels de santé pour s'assurer que vraiment leur approche est centrée sur le patient, de considérer la francophonie, la culture autochtone et tous les éléments culturels de leurs clients? Mm-hmm. Vraiment bonne question. Puis c'est d'un point de vue de santé, mais aussi de n'importe qui dessert la communauté. Hein? Page, as-tu un commentaire? Actuellement, j'ai pu travailler avec le Centre de santé Shikazmakwe, qui est le Centre de santé autochtone ici à Sudbury, pendant plusieurs années. C'est avec eux autres que j'ai collaboré sur le projet de tabac. Et avant ça même, j'allais au centre pour des services. Donc, des fois, il me manquait de certaines médecines ou bien je me sentais mal, donc je ne voulais pas nécessairement aller à l'hôpital. Mais puis ma tante, elle travaillait là, donc ça donnait que c'était un peu plus accessible pour moi. Mais certainement, c'est un moment de questionnement quand je rentre là. Puis je suis comme, c'est milieu de l'hiver. Je suis pas mal blanche au moment. Puis je me questionne, mais là, c'était aussi affaire j'étais plus jeune. Je parlais en français à l'école la journée longue. Je parlais en français à la maison. Je parlais en français avec mes amis. Je parlais pas grand anglais si je ne devais pas. Donc là, je rentrais là, puis j'avais beaucoup de misère à m'exprimer en anglais, à cause d'un contexte autochtone, donc je pouvais seulement m'exprimer en anglais. Mais là, je voulais pas aller à un centre de santé publique à cause que là, il faudrait que je prenne des traitements coloniaux. Donc, je n'avais pas le choix de faire les deux places que j'étais confortable comme dans un moment.
Donc, ça, c'est un exemple. Heureusement, passant comme blanche, j'ai pas eu beaucoup de discrimination dans des centres de santé pour être autochtone. Mais des fois, je me poigne à peut-être pas me démontrer aussi autochtone que possible. Si je me sens comme s'il y a peut-être quelqu'un qui va rendre mon expérience négative, ben je me cache les boucles d'oreilles. Les affaires de même. Mais il n'y a jamais vraiment eu d'incident, à part que la misère de m'exprimer. Mm-hmm. C'est encore très important du fait que c'est comme cocher une boîte encore, il faut décider comment tu veux vivre. Est-ce que tu veux utiliser ta langue ou est-ce que tu veux être capable de travailler avec des gens qui vont comprendre ta vue de la vie, vraiment, hein, puis des compétences culturelles. Donc, c'est un vraiment bon point. Connor, est-ce que tu as une expérience à partager? Moi, je n'ai pas tellement d'expérience. Comme je dis, moi, je suis blanc toute l'année, ça n'a pas de différence si c'est l'été ou l'hiver. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment des expériences que j'ai eues. Je n'ai jamais eu à me cacher, à me viser. Je ne suis pas une minorité visible. Mais pour moi, pour un peu de commentaires sur l'histoire de Page, j'ai toujours fait des traitements plutôt traditionnels, que ce soit des traitements canadiens-français ou des traitements autochtones. C'était plutôt des méthodes maison à faire. Donc, je n'ai pas vraiment eu tellement d'expérience dans les hôpitaux, dans des contextes comme ça. Et j'ai vraiment pas eu de maltraitement dans un contexte. Donc, je n'ai pas vraiment de commentaires sur ça. Merci. C'est bien à savoir. Hein? Puis, je pense que le fait que tu valorises des traitements maison, hein, ça démontre quelle sorte d'esprit communautaire et puis scientifique qu'on a, parce qu'on a tous des remèdes maison qu'on fait. Puis c'est de respecter ces choses-là aussi, et puis que les cliniciens, je pense, cliniciennes comprennent et respectent le fait qu'on valorise des traitements différents pour différentes choses. On n'a pas besoin toujours d'aller à l'urgence, c'est pas toujours nécessaire. Ça fait que peut-être juste être ouvert d'esprit, hein, comme clinicien et clinicienne. Roxane, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Justement, comme mes deux collègues aussi, je suis blanche, fait que c'est pas quelque chose qui m'est arrivé personnellement, mais j'ai pu observer du racisme, j'ai pu voir que il y a des gens que j'ai rencontrés, que je connais, de la famille, qui n'ont pas été bien traités dans des hôpitaux ou dans des centres de santé. Puis il y a beaucoup de peur et de mistrust pour pour les centres. Comme ça, parce que c'est pas... il y a plusieurs endroits qui ne sont pas culturellement sécuritaires pour les peuples, pour les gens autochtones de la communauté. Puis ça, c'est un fait. Puis c'est de travailler avec les gens, puis d'adapter, puis pas essayer de changer les gens. C'est pas aux gens de s'adapter au système, un autre système colonial. C'est ça, si j'aurais un message à passer, c'est de voir comme, écoute, là, ça c'est faut dire des mots comme génocide. Ça fait des années qu'on essaye d'effacer les Autochtones. Fait que par l'éducation, par les centres de santé, fait que c'est des années et des années d'oppression et d'abus. Fait que c'est de comprendre ça. Fait que quand je parle des vraies choses, c'est d'utiliser ces mots-là, puis de vraiment comprendre ça. Fait qu'une sensibilisation du côté... dans l'éducation, oui, mais c'est aussi de vraiment voir ça, ces choses-là très clairement. Mais c'est aussi, fait adapter pour des gens qui ne voient pas le monde peut-être de la même façon. Fait que ça, c'est peut-être avoir des plus grands espaces, inclure la famille, avoir plus d'espace. La famille, ça fait beaucoup partie là, de la santé. Fait que tu parles à une personne, mais là, ça, c'est vraiment ça. Il y a je pense, c'est une petite affaire, mais je dirais, il y a beaucoup d'être ouvert à comprendre quelque chose de complètement différent. Fait que je pense que c'est ça le message que j'essaie de passer. Je ne sais pas si c'est clair, mais ouais.
Merci, tu as fait des bons points, je pense. Et puis, on dit avoir la famille autour, c'est juste une petite chose, mais c'est énorme vraiment quand ça vient à centrer l'individu qui a besoin de traitement ou le service. Ça fait que je pense que tu as fait des vraiment bons points. L'idée d'être ouvert d'esprit, puis aussi d'être très humble. Ça fait comme clinicien, clinicienne, d'être humble, qu'on ne connaît pas tout. Et puis quand on approche une situation, d'essayer d'être aussi ouvert et généreux avec les gens, hein, même si on ne comprend pas leur perspective nécessaire. Merci, Nicole, pour ta question. J'apprécie ta participation aussi. Il y a beaucoup de gens à l'Université Laurentienne, à l'Université de Sudbury qui sont là pour les étudiants francophones autochtones. On est très chanceux d'avoir leur soutien. Je veux remercier les gens du panel encore, les étudiants d'avoir partagé leur expérience, participé à plein cœur. Vous avez parlé de toutes sortes de choses très excellentes, des vraiment bons points. Alors, merci profondément d'avoir fait ça avec nous aujourd'hui. On a fini notre session pour aujourd'hui, mais je veux juste faire un rappel qu'on célèbre le 45e anniversaire du drapeau franco-ontarien la semaine prochaine. Ça fait qu'on va diffuser cette entrevue ici en célébration du drapeau. Et puis, je pense qu'on a vraiment démontré aujourd'hui la belle diversité de les franco-ontariens, que les franco-ontariens ne sont pas tous pareils. Il y a énormément de diversité linguistique, culturelle à l'intérieur de notre province. Et puis, on a vraiment démontré ça aujourd'hui avec la richesse de nos étudiants. Alors, merci Connor, merci Roxane, merci Page encore pour le partage. J'espère qu'on passe tout un beau semestre et qu'on peut continuer à avoir ces belles conversations ici. OK? Merci beaucoup.